vous présenter un petit peu l'association 42 AI pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc 42 AI, on est une association étudiante à 42. On est une association de passionnés de l'intelligence artificielle. Donc notre but à 42, justement, c'est d'essayer de promouvoir l'intelligence artificielle auprès de vous, les étudiants, en créant un écosystème, justement, de personnes qui font de l'intelligence artificielle, qui travaillent dedans, donc des chercheurs, des startups, etc., etc. Donc on organise justement un certain nombre de conférences, des événements, des hackathons, des trucs comme ça. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Régis, voilà, qui va vous présenter les bas-fonds du machine learning. J'espère que vous apprendrez beaucoup de choses. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur notre site internet 42ai.fr. Vous y retrouverez toutes les informations pour nous suivre sur les réseaux sociaux. On a un Slack aussi, donc on a un Slack sur 42, un channel sur 42 Born to Code. On a aussi un Slack privé où on peut discuter intelligence artificielle, partager des ressources. Voilà, merci beaucoup Régis, à toi. Je vous demande de l'applaudir. Merci. Merci beaucoup pour l'intro. Je suis super content d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis content de faire cette présentation parce que c'est l'occasion pour moi de présenter des sujets dont j'ai pas trop entendu parler ailleurs et qui me tiennent vraiment à cœur. Quand j'ai commencé à préparer cette présentation, Alain m'a pas vraiment donné de contraintes sur ce que je pouvais mettre dedans, donc j'ai vraiment fait un pot pourri. C'est pour ça que c'est un titre très générique en fait, assez racoleur. Voilà. Ce dont on va parler. Alors, moi je viens du machine learning, je viens de la reconnaissance automatique d'images, donc j'ai fait une thèse là-dedans, donc j'ai fait de la recherche là-dedans. Ensuite, j'ai fait pas mal de dev. Et récemment, donc j'ai travaillé pas mal dans l'éducation en ligne. D'abord chez France Université Numérique, Fun, comme développeur. Et ensuite chez Open Classrooms, donc comme prof sur le parcours Data Architect. Voilà. Et après avoir résolu donc le problème de l'enseignement en France, je me suis attaqué au chômage. Actuellement, je travaille pour La Bonne Boîte, qui est un projet de Pôle Emploi qui vise à inciter les gens à faire des candidatures spontanées auprès d'entreprises. Et c'est très très bien, et je vous encourage à consulter ça. Pourquoi je voulais parler de ça déjà ? Parce que sur les présentations en intelligence artificielle ou en machine learning de manière générale, on se focalise souvent sur des méthodes spécifiques, réseau de neurones ou support vecteur machine, donc on va parler des random forest. Voilà. Mais en fait, il y a plein d'aspects de la data science dont on ne parle pas du tout, manipulation de données, tout ça. Donc voilà, j'essaie de couvrir un petit peu tout ça. Donc j'ai prévu un plan en 3 parties, parce que je suis un bon élève. Donc la première partie, c'est comment faire du machine learning, tout simplement. En deuxième partie, je me suis dit que ce serait bien d'approfondir comment faire du machine learning. Et en troisième partie, on parlera de Superman. Et je me suis dit, en fait, peut-être que vous ne connaissez pas grand-chose, peut-être que vous ne savez même pas ce que c'est, en fait, le machine learning. Donc, il y a une partie 0 qui est, qu'est-ce que c'est que le machine learning. Voilà, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que le machine learning ? Je vais donner une définition qui est toute personnelle, qui n'est pas du tout académique, vous ne la retrouverez pas sur Wikipédia. J'ai essayé de définir ce qui est pour moi le machine learning. À partir de sources d'informations partielles, générer de manière automatique de nouvelles informations qui soient les plus correctes possibles. Donc cette définition a probablement plein de défauts, mais elle a un intérêt important qui est de me permettre d'introduire cette présentation. Cette définition est un petit peu abstraite, donc je voulais donner quelques exemples de problèmes de machine learning qu'on résout d'habitude. Par exemple, ça c'est un problème de détection. On cherche à détecter les positions des piétons dans cette image. Parce que c'est important d'avoir un bon taux de reconnaissance si vous embarquez ça dans une voiture sans pilote, par exemple. Il y a d'autres problèmes, c'est prédire une température, donc problème de la météo. Quel coup est-ce que je dois jouer pour gagner à ce jeu ? Quelqu'un reconnaît ce jeu ? Non ? Vous êtes vraiment très très jeune. Personne n'a jamais joué à HeroQuest ? Ah. En fait, il y a combien d'étudiants de 42 là ? Moi, je ne suis pas étudiant de 42. Ouais, okay. Qui n'est pas étudiant à 42 ?
Ok. Un public donc très hétérogène. Très bien. Bref, donc quel coup dois-je jouer pour gagner? Ça c'est un problème de machine learning qui est classique, mais qui est un peu fictionnel. Donc là, c'est StarCraft, mais c'est très sérieux. Il y a une vraie compétition pour faire des intelligences artificielles qui gagnent à StarCraft. Et ça, c'est un petit peu dans la même gamme que ce problème-là dont vous avez forcément entendu parler, qui est de produire une intelligence artificielle qui joue bien au Go. Et c'est un problème qui est compliqué. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a encore d'autres variétés de problèmes. Ça, c'est le problème de la reconstruction 3D en vision par ordinateur. Le but, c'est de produire un modèle 3D à partir d'une image. Et dans le cas le plus difficile, ça peut être une image monoculaire. Donc, à partir d'un seul objectif, reproduire le modèle 3D. Donc là, je donne un exemple d'illustration qui sort d'un article d'une conférence de 2014. Mais on peut aussi envisager d'autres problèmes. Qui a commis tel crime? Alors, il y a une boîte qui travaille sur des trucs un peu similaires. Elle s'appelle Palantir. Vous en avez peut-être entendu parler. Grosse boîte. Donc voilà. Donc, tous ces exemples. Revenons à la définition à partir de sources d'informations partielles. Et donc, on va utiliser ces exemples et cette définition pour comprendre un petit peu ce que c'est que le machine learning. On va décomposer ça. Ça va être très scolaire, hein, les prochains slides, je vous préviens. Donc, source d'information partielle. Qu'est-ce que ça veut dire dans les exemples qu'on a vus jusqu'à présent? En fait, en fonction des sources d'informations qu'on a avant de travailler sur le problème, ça va définir le type de problème qu'on va avoir en face de nous et la méthode de résolution qu'on va mettre en place pour répondre au problème. Et donc, c'est important de comprendre quelles sont les sources d'informations partielles dont on dispose pour répondre au problème. Encore une fois, ça paraît très scolaire tout ça, mais quand vous faites du machine learning, vous avez besoin de décomposer les problèmes comme ça. C'est pas purement académique en fait. Donc, selon la quantité d'informations qu'on a, ça peut être de l'apprentissage supervisé, semi-supervisé ou non supervisé. Donc, dans l'exemple de la détection automatique de piétons, si on fait de l'apprentissage supervisé, les données d'apprentissage, ça va être des images des piétons avec la localisation des piétons dans les images. Et en fait, on va partir d'une base de plein d'images comme ça. Et ensuite, à partir d'images dont on n'a pas les positions des piétons, il va falloir prédire la position des piétons. Dans le cas d'un apprentissage semi-supervisé, on peut avoir donc des images qui contiennent des piétons et on sait si oui ou non elles contiennent des piétons, mais on ne sait pas où sont ces piétons. Et on n'a pas toutes les informations, donc c'est de l'apprentissage semi-supervisé. Mais le problème reste le même. Et dans le cas de l'apprentissage non supervisé, les images d'apprentissage, ça peut être vraiment n'importe quoi. Et juste, il faut trouver tout seul ce qui est un piéton dedans. Voilà. Donc ça c'est les différents types d'apprentissage. Et donc forcément, en machine learning, il faut faire de l'apprentissage. On retourne à la définition. La partie suivante, c'est donc il faut prédire de nouvelles informations sur les images. Et là aussi, en fonction des nouvelles informations qu'on va devoir prédire, ça va conditionner les solutions qu'on va mettre en place. Donc il y a trois grandes familles, deux grandes familles qui existent. Il y a la classification binaire. Donc là, il faut prédire un résultat qui est binaire sur les données de test. Il y a la classification multiclasse, où là, il faut prédire plus que 0, 1, mais 0, 1, 2 ou n étant fini. Et ça a l'air bidon comme ça, hein. Mais en fait, il y a des algos qui fonctionnent bien en binaire et qui ne fonctionnent pas en multiclasse. Le Super Vector Machine, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il se généralise, enfin, il s'applique aux multiclasses, mais c'est un peu bancal, quoi. Et il y a un troisième type de problème qui est la régression. Donc là, il faut prédire une information qui peut prendre une infinité de valeurs possibles. Voilà. Et donc, si vous avez entendu parler de régression linéaire, enfin voilà, on partage le même mot parce que la régression linéaire, c'est une solution à un problème de régression. Voilà. Donc, on prédit de nouvelles informations. Quelques exemples pour illustrer la classification binaire. C'est vraiment une longue intro, hein. On est toujours dans la partie 0 là. Ça fait 8 minutes 38. Il n'y a pas de stress. Alors, classification binaire. Quelques exemples appliqués vraiment au web. Vous êtes
tous étudiants, sauf un maintenant, classification binaire, est-ce que cet internaute va cliquer sur cette pub? Ça, c'est une question qui est importante. Si on prédit qu'un internaute, étant donné tout son historique, ses achats, ses clics précédents, ne va pas cliquer sur une pub, on ne va même pas chercher à lui afficher la pub. Appliqué au problème précédent, ce pixel appartient-il à un piéton? Donc en fait, le problème de détection de piétons, ça peut être réduit à un problème de classification binaire. Et on peut envisager des trucs un peu plus sordides. Donc est-ce que cette personne va rembourser son prêt ou pas? Là aussi, si on pense qu'elle ne va pas rembourser son prêt, ben, on ne lui fait pas. Et donc ça peut être le résultat de décisions automatiques. Des exemples de classification multiclasse. Quel est le genre de ce film? Donc là, le genre de film, c'est pas binaire, quoi. C'est pas action ou romance, ça peut être drame, thriller, voilà. Bref. On peut essayer de prédire pour qui cette personne va voter. Donc là aussi, c'est du multiclasse. Ou l'orientation sexuelle de cette personne qui n'est pas forcément binaire. Quelques exemples de problèmes de régression. Donc c'est typiquement un problème de prédiction de mesure. Donc vraiment la prédiction de la température, c'est un problème de régression. Donc là j'avais mis 0 plus l'infini, mais l'intervalle de prédiction des valeurs peut varier. Donc quelle est ma probabilité de gagner si je joue ce coup? Donc appliqué au Go ou à StarCraft, le but étant de prendre le coup qui a le meilleur score. Et quelle est mon espérance de vie? Voilà, donc là je vous ai donné tout un panel de problèmes, d'exemples de problèmes qui illustrent ces trois types d'algo de machine learning. Et donc la troisième partie, la dernière partie de la définition, c'est on veut prédire des nouvelles informations qui soient les plus correctes possibles. Et je ne vais pas m'apesantir trop là-dessus parce que c'est une partie qui est vraiment très très chiante et on a autre chose à faire. Mais donc sachez juste qu'il y a plusieurs manières d'évaluer la qualité d'un algo de machine learning. Il y a une mesure qui s'appelle la précision rappel. Il y en a une qui s'appelle la distance quadratique. Enfin, typiquement quand on fait de la régression, on fait ça avec de la distance quadratique. On peut utiliser la mean average precision, etc. Voilà. Alors juste un petit mot pour dire que quand on fait des mesures de qualité d'un algo, en fait, on peut être confronté à des problèmes pour lesquels on n'est pas vraiment capable d'estimer la qualité, parce qu'il y a des problèmes qui sont mal posés. Un problème mal posé, c'est un problème pour lequel il n'existe pas de solution, ou alors il existe plusieurs solutions, en gros, hein, en très gros. Mais donc, le problème de la reconstruction 3D que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est un problème qui est mal posé. Étant donné juste une image, il y a une ambiguïté sur les réponses qu'on peut avoir. On peut avoir plusieurs réponses. Là, par exemple, sur la cavité de l'œil, on peut imaginer un œil très très profond. Donc, à partir de juste une image, il y a plusieurs modèles qu'on peut produire. J'avais un ami, donc Martin Delagorce, qui travaillait en thèse sur la reconstruction 3D de la main. Et donc, en exemple de problème qui pose une ambiguïté, il me disait, bon bah voilà, il faut reconstruire la position 3D de la main. Mais si j'avance le doigt comme ça ou comme ça donne la même image monoculaire en 2D, mais le modèle 3D n'est pas du tout le même. J'ai vu tout à l'heure aux infos une startup qui s'adresse à un problème mal posé. Elle fait de la reconnaissance. Vous prenez une photo de votre assiette et elle vous dit le nombre de calories qu'il y a dans votre assiette. Ça, c'est typiquement un problème qui est mal posé. C'est-à-dire, en fait, il y a deux assiettes qui ont la même apparence et qui n'ont pas du tout le même nombre de calories. Donc voilà. Donc il faut être au courant de ce genre de subtilité. Très bien, on a passé beaucoup de temps à disséquer une définition. Je suis sûr que vous êtes content d'être venu. Vous vous dites, oh, j'ai pas perdu mon temps, c'est bien. Parce que le but du machine learning, c'est ça la partie intéressante. C'est générer de manière automatique ces nouvelles informations. Et c'est pour ça qu'on est tous là. On veut trouver des algos, on veut faire des trucs qui sont forts, quoi. Et donc la question, c'est que vous êtes venus pour ça, c'est comment on fait. Et il y a plein de gens qui décrivent des méthodes. Voilà. Moi, je suis pas venu pour parler d'une méthode en particulier. Mais il y a un problème qu'on n'aborde pas du tout. C'est la démarche, en fait. Comment est-ce qu'on arrive à la méthode? Et là, vous dites, oh,
Putain, encore une présentation philosophique sur... Ouais, bref. Donc j'aimerais bien qu'on vous parler, et je vais vous parler, d'une approche scientifique du machine learning. Parce que, en fait, j'aimerais vous convaincre, là, dans les quelques slides qui suivent, que faire du machine learning, c'est faire de la recherche, en fait. Et j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, parce que, évidemment, vous n'avez pas du tout envie de faire de la recherche, sinon vous ne seriez pas à 42. Bref. Donc, on aborde la partie 1, qui est comment faire du machine learning. Ok, donc, vous travaillez dans une boîte, ou vous êtes dans un labo, et on vous a demandé d'implémenter la fonction solve my problem. Ce qui est un problème présenté de manière simple en tout cas. Mais donc, si vous avez bien suivi, et je suis sûr que vous avez bien suivi la partie 0, donc cette fonction solve my problem, elle ne prend pas 0 argument, elle prend plusieurs arguments. Déjà, elle prend l'intitulé du problème. Donc là, j'ai pris l'exemple de la prédiction de la météo. Donc, vous voulez résoudre le problème de la prédiction météo. Mais en fait, ce n'est pas un problème qu'on résout une fois pour toutes. C'est un problème qu'on résout avec des données. Et donc, la fonction solve my problem, elle prend en argument des données d'apprentissage et des données de test. Donc, des données, en fonction des données d'apprentissage, vous aurez un apprentissage qui sera supervisé ou semi-supervisé ou non supervisé. Merci. Et sur les données de test, vous allez prédire des valeurs qui seront soit binaires, soit entre 0, 1 et n. Enfin là, ce sera plutôt une régression. Donc voilà. Et la qualité et donc votre approche sera mesurée par un score de qualité. Et ce score de qualité sera mesuré par une fonction d'évaluation de la performance. Et donc ça, c'est très différent de, par exemple, développer une application web ou une application mobile. Développer une application web ou une application mobile, on sait comment faire. On suit une méthode, machin, truc, voilà. Là, vous ne pouvez pas prendre une librairie qui va vous résoudre ce problème directement. Ou alors, si vous pouvez trouver une librairie, bah, vous avez bien de la chance. Mais dans ce cas-là, vous ne faites plus vraiment du machine learning, vous faites de la programmation, quoi. En général, vous n'avez jamais à la fois la méthode de résolution du problème correspondant aux données et correspondant à la méthode d'évaluation de la performance. Jamais. Et donc, ce que vous avez, c'est un problème de recherche. Et j'aimerais vraiment vous convaincre de ça, que machine learning, c'est de la recherche. Donc pour vous convaincre de ça, j'ai mis les lettres en couleur arc-en-ciel. Que vraiment, le machine learning, en fait, recherche, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Recherche, ça veut dire problème compliqué, quoi. Et donc moi, quand j'ai commencé à faire de la recherche, quand j'ai commencé ma thèse, donc je me suis dit, bon, voilà, c'est de la recherche, on cherche à résoudre le problème, voilà. Et je me suis vite rendu compte de ça. Que c'est pas si simple que ça, qu'il y a une démarche à avoir et que personne ne me l'avait jamais expliqué. Et c'est pour ça que je suis très content de faire cette présentation, c'est que enfin, je peux expliquer ça. Voilà, donc faire de la recherche, je dirais, il y a essentiellement deux approches. Il y a une bonne approche et une mauvaise approche. C'est l'approche 1 et l'approche 2. Et vu la manière dont j'ai écrit les titres de ces approches, vous devriez être capable de deviner laquelle est la bonne et laquelle est la mauvaise. Donc, on va commencer par l'approche 1, qui était l'approche que j'ai suivie quand j'ai commencé à faire de la recherche en reconnaissance automatique d'images. Et ça va paraître débile, vous allez dire, mais non, ce type est débile. Mais tout le monde suit ça, tout le monde. Et si vous faites du machine learning un jour dans une boîte, et je suis sûr, ils vont suivre ça. Donc l'approche numéro 1 consiste à trouver un problème. Ça, c'est facile. Donc on trouve un problème, on sait à peu près ce qu'on veut résoudre, quoi. Et donc on creuse ce problème et on propose une solution. On teste cette solution, et si ça ne marche pas, on revient là, et puis on itère. Et puis à un moment, on se dit, bon, voilà, ça devrait arriver là. Et donc si vous êtes dans un labo, très bien, vous publiez, vous devenez célèbre, vous roulez sur l'or, à vous la gloire. Si plus prosaïquement, vous travaillez dans une entreprise, vous avez déjà de l'argent, donc vous mettez juste en prod, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et donc au début, moi j'ai suivi cette approche, avec toute la bonne foi du monde. Et j'ai rencontré plusieurs problèmes. Et je pense que,
j'imagine que vous commencez à envisager un petit peu les problèmes qu'il y a avec ça. Mais donc voilà moi les problèmes que j'ai rencontrés. Bah, je testais sur un petit jeu de données, et puis à un moment, bah, je passais sur le jeu de données complet, et puis je me rendais compte, bah, ça ne marche pas très bien. Mais avant, ça marchait bien sur mon petit jeu de données. Et puis il y a un autre problème que j'avais là, moi je passais des nuits à dormir sur mon clavier, à baver sur la barre espace là. C'est que c'est super, les algos que j'ai développés étaient super lents, c'était infernal. Et des fois j'arrivais à un truc qui fonctionnait et ça marchait, mais ça marchait moins bien que telle méthode X qui était en général très très simple. Mais voilà. Et des fois, bah, j'arrivais à battre ça, c'est un truc de ouf. Et j'arrivais à battre ça, c'était trop bien, mais on disait bah ouais, mais ça existe déjà, ça a été publié là. Mais ça marche mieux parce qu'il y a quelques détails d'implémentation qui fonctionnent vachement bien. Donc ça c'est la mauvaise approche, si vous n'aviez pas compris. Voilà. Et donc là, scoop exclusif mondial, je vais vous proposer la bonne approche. Et donc s'il y a un seul truc que vous retenez de cette présentation d'1 heure, c'est ce slide. Bon, j'espère que vous retiendrez d'autres trucs, mais bref. Donc ça commence pareil. Les slides seront mis en ligne, au fait. Donc ça commence pareil, on trouve un problème, et ça en général on sait faire, il n'y a pas de souci. Mais on ne commence pas tout de suite à travailler sur une solution. On commence par créer un jeu de données sur lequel on va tester nos solutions. Et ensuite, on choisit donc je vous ai expliqué, on choisit une méthode d'évaluation de la performance. Puis, on teste les méthodes existantes sur ce jeu de données. Dans ces méthodes existantes, on choisit une baseline. On trouve les limites, je vais expliquer après ce que c'est qu'une baseline. On trouve les limites de la baseline. On propose une solution. C'est là qu'on commence à bosser. Là, enfin, on commence à bosser. On a bossé avant. Ça c'est du boulot. Mais on commence à innover en fait là. D'accord. Et donc, une fois qu'on a proposé une solution, ben, on teste la solution sur ce jeu de données avec cette métrique. Et si ça ne marche pas, ben, on retourne en set et on itère. Et à la fin, gloire, beauté, argent. Donc juste, je vais détailler un petit peu les étapes. Trouver un problème, donc ça, normalement, ça se comprend. Ensuite, on crée un jeu de données. Et ça c'est du boulot pour lequel, donc, après avoir découvert cette approche magique, donc j'ai un peu systématisé ça. Et donc, pour créer un jeu de données, moi maintenant, je crée un programme qui me permet de créer ce jeu de données. Typiquement, je faisais de la notation d'images, donc je déroulais les images et puis, je sais pas, je faisais un outil interactif qui me permettait d'entourer les objets dans les images. Donc entourer les piétons, par exemple. Et ça permet de créer un jeu d'apprentissage et un jeu de test qu'on va utiliser pour mesurer les performances. Et donc ça en gros, c'est quelques jours de travail. Et vous faites un petit outil rapide, en ligne de commande, voilà, pour automatiser à moitié le processus de création du dataset. Évidemment, on ne peut pas l'automatiser entièrement, sinon il n'y aurait pas de machine learning, il n'y aurait pas de recherche à faire. Vous auriez déjà un programme qui marche, quoi. Et vous allez faire ça sur plusieurs jours, avec, je sais pas, tous les jours vous allez faire 2-3 heures, parce que c'est assez relou en fait à faire, c'est très répétitif. Donc il faut que vous fassiez un programme qui reprenne automatiquement, là où vous avez commencé. Donc si vous faites de la notation d'image, ça va reprendre, ça va pas refaire les 1000 images que vous avez déjà faites, mais ça va commencer à 1001e. Et c'est un programme qui va vous permettre de visualiser le jeu de données. Et ça, ce sera très précieux ensuite pour comprendre ce que fait votre algo sur vos jeux de données de test. Troisième étape, donc choisir une métrique, j'en ai parlé, c'est très barbant, je ne vais pas creuser, mais il faut le faire. Et ensuite vient l'étape 4, qui est tester les méthodes existantes sur ce jeu de données. Il y a une question, oui? Ouais, effectivement, désolé, c'était pas clair. Donc la question, c'était définir ce qu'est une métrique. Donc on a créé un algo qui prédit la température pour les jours suivants. Et en fait, on veut évaluer quelles sont les performances de cet algo. Et donc, on va mesurer les écarts à la réalité qu'on a observée sur le terrain. On appelle ça la réalité terrain. Et donc, une bonne manière de faire, c'est, si c'est pour la température, peut-être que prendre les différences absolues des températures, c'est une bonne manière de faire.
Mais peut-être qu'on a envie de favoriser les... peut-être qu'on a envie de prédire des températures plus chaudes que froides, pour une raison que je ne connais pas. Et dans ce cas-là, il faudra un peu pondérer la métrique. Voilà. Et donc, après avoir... Ça répond à ta question ? Super. Donc, étape 4, tester les méthodes existantes sur ce jeu de données. Et ça, quand j'en parle à des collègues et amis, j'entends toutes les réponses possibles. Personne n'a jamais travaillé sur ce sujet. Ou plus sérieusement, personne n'a jamais publié sur ce sujet. Et la suivante, c'est la meilleure, où j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de tester les méthodes existantes sur ce jeu de données. Donc, alors, si jamais un jour vous entendez quelqu'un qui dit ça, vous l'envoyez vers ce slide et vers cette présentation. Apparemment, il y aura une vidéo de la présentation. Donc là, dans cette présentation, j'ai 2 citations complètement galvaudées et que vous avez entendues partout. Voici la première. Donc, se tenir sur les épaules des géants, vous avez tous entendu parler de cette expression, mais en fait, ça a un vrai sens. Donc à la base, c'est Isaac Newton enfin, c'est pas lui exactement à la base, quelques siècles avant, il y a un autre Pékin qui a dit ça. Mais donc Isaac Newton a dit ça à propos de Descartes. Voilà. Quand on cherche sur Google cette citation, on tombe sur des images assez intéressantes. Mais donc ça, c'est hyper sérieux. En fait, il y a vraiment des géants qui ont travaillé avant vous, et ça vaut le coup de s'intéresser à ce qu'ils ont fait. Vraiment, vraiment. Pour revenir au machine learning, en fait, il y a plein de gens qui font du machine learning. Et c'est des gens qui en font depuis très longtemps, beaucoup plus longtemps que vous. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ils sont très malins, ils sont plus malins que vous. En plus, ils font de la recherche, donc ils ont faim. Et ils sont payés que quand ils publient. Donc oui, il y a des publications, et oui, vous allez trouver des choses. Forcément. Donc il faut absolument inventorier les méthodes existantes, et si jamais vous trouvez rien sur ce problème, il faut peut-être se dire « Ah, vous avez peut-être mal formulé le problème à la base. » Bon. Donc j'espère vous avoir convaincu d'étudier, on appelle ça l'état de l'art. Après avoir étudié l'état de l'art, donc vous allez normalement obtenir des dizaines et des centaines de méthodes différentes. Il va falloir en sélectionner quelques-unes. Et moi j'appelle ça la baseline. La baseline, c'est... Elle vérifie ses propriétés. C'est une solution qui est assez puissante, qui fonctionne relativement bien sur votre jeu de données avec votre métrique, mais elle n'est pas trop compliquée, et surtout pas très compliquée à mettre en place, quoi. C'est une méthode qui est connue et prouvée, c'est-à-dire l'article qui l'a décrite a été déjà cité une cinquantaine ou une centaine de fois, au moins. Et si possible, il y a une implémentation de référence que vous pouvez tester facilement. Et donc ça crée une bonne baseline. Et vous allez identifier les limites de la baseline. Pourquoi est-ce que la baseline ne marche pas suffisamment bien sur vos données? Peut-être que la baseline fonctionne déjà bien sur vos données, et dans ce cas-là, vous pouvez vous arrêter, et vous allez arriver directement à l'étape 10, et amour, gloire et beauté, etc. Mais donc, il y a quand même de fortes probabilités que cette baseline ne résolve pas exactement le problème. Dans ce cas-là, il va falloir identifier les limites et proposer des solutions pour résoudre ces limites. Et si jamais la baseline... si jamais vous trouvez pas de méthode qui dépasse la baseline, eh ben c'est pas très grave, parce que vous avez déjà la baseline qui résout le problème, en partie en tout cas. Et donc vous pouvez aller voir votre chef et dire, voilà, il y a ça qui marchote, quoi. Ah ouais, ok, bon, bah, en fait ça suffit, on le met en prod. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire sur ça? Non, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je suis très content d'en avoir parlé, vraiment. Et donc, la récompense, en fait, dans tout ça, c'est bien l'étape 10. C'est publier, mettre en prod. Et en général, les présentations de data science s'arrêtent là. Mais comment on le fait, ça? Publier, mettre en prod. Et pour beaucoup de gens, c'est le cœur du problème. Ce qui nous amène à la partie 2, qui est comment faire du machine learning. En prod, sous-entendu.
Donc les étapes 1 à 9, franchement, c'est fastoche. Il y a des tas de manières de se former. Vous pouvez lire des blogs. Il y a plein de librairies qui font des implémentations de références. Il y a des tas d'articles scientifiques. Bon, vous devez lire les articles, mais et ça peut être galère quand on n'a jamais lu, mais ça se fait. Il y a d'excellents cours en ligne qui font ça. Et donc, vous avez implémenté la fonction Solve My Problem, qui tourne sur votre petit ordinateur. Pas mal de data scientists travaillent en R, d'autres en MATLAB. Moi, ça me fout en rogne. Parce que, en fait, ces machins-là, ça fonctionne très bien sur un petit ordinateur. Ça permet de prototyper. Voilà, c'est super. Et pour une publication, franchement, ça suffit. Si vous travaillez dans un labo de recherche, c'est formidable. Mais à un moment, le data scientist va dire « Ouais, moi, mon MacBook, il a, je sais pas combien ça, un MacBook, ça a 16 Go de RAM, ça a 8 cœurs. Ouais, c'est pas assez. Il me faudrait un plus gros ordinateur. » Et ça marche pas en prod. Vous êtes une entreprise, vous dites ouais, voilà, j'ai l'algo de prédiction de la météo qui fonctionne nickel, hein, mais par contre il faudrait beaucoup plus, enfin il faudrait mettre mon laptop en prod et par contre je vais avoir besoin de vachement plus de RAM. Et ça marche pas parce que, enfin, en tout cas cette approche a des limites. Pourquoi est-ce qu'elle a des limites cette approche? Et permettez-moi de vous poser une question, qui est un petit peu rhétorique, mais donc là, en fait, on va parler de big data, qui est le buzzword le plus à la mode en ce moment. Pourquoi est-ce qu'on fait du big data? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on a besoin de plein de données? Je pose le micro, autant de boire un coup, vous pouvez répondre. En gros, ta réponse, c'est parce qu'on en a les moyens, c'est ça? Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de données? Pour l'apprentissage. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de données pour l'apprentissage? Pour faire tourner les algorithmes de machine learning, ouais. Pour avoir des réponses plus précises, plus adaptées. Ouais, mais est-ce que rajouter des données, est-ce que ça augmente vraiment les performances d'un algo de machine learning? Bon, pas forcément, oui, non. En gros, quand on ajoute des données, ça marche bien, mais en fait, on arrive rapidement à un plafond, quoi. Il n'y a pas une augmentation linéaire, à un moment, c'est asymptotique, quoi. Donc pourquoi, en fait, est-ce qu'on rajoute tellement de données dans l'apprentissage? Pour généraliser au maximum, ça c'est bon ça comme réponse. Est-ce que tu peux préciser ta réponse? Je vais pas te mettre dans l'embarras, t'inquiète. Et puis il y a plein de gens qui lèvent le doigt. D'abord toi, puis toi. Ouais, mais là on en revient un petit peu au même. En fait, ce que tu voulais dire, Alain, c'est généraliser aux données de test. Mais il y a un truc qui est sous-entendu, qui n'est pas évident. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de beaucoup de données pour généraliser bien aux données de test? Non, c'est pas si simple que ça. Ouais. Alors ça c'est bon ça, parce que avec trop peu de données, le modèle a tendance à apprendre par cœur. Ouais. Pourquoi est-ce que le modèle a tendance à apprendre par cœur un jeu de données? Alors, un modèle donné, on lui file des données, il ne va pas forcément apprendre par cœur ces données. Non, un modèle donné. Donc pourquoi est-ce qu'on cherche à lui filer de plus en plus de données? C'est pour voir les interconnexions entre les données. En fait, tout ça, ça revient au même. C'est parce que on se dit, bon bah voilà, en rajoutant des données,
on améliore la qualité du modèle et il va mieux prédire, quoi. Il va trouver lui-même des corrélations, machin, un truc. Non, en fait, il y a un phénomène qu'on observe, c'est l'augmentation de la dimension des modèles qu'on utilise pour modéliser les phénomènes. Ça vous parle, la dimension? Ok. En fait, la dimension d'un modèle, c'est le nombre de paramètres qu'on utilise. J'avais lu un article qui était intéressant, qui était un mec qui arrivait à prédire les divorces. Il observait des couples et il disait, bon, voilà, il y a quand même, j'arrive à prédire, donc classification binaire, est-ce qu'un couple va divorcer ou pas. Et donc il avait, je sais plus, il avait genre 87 paramètres. Donc le nombre de paramètres, c'était le nombre de paramètres du modèle. Et il avait fait une étude sur 55 couples. Et donc là c'est un problème. Donc là, ça saute aux yeux, quoi. Mais ça c'est un problème c'est un problème qui se généralise à plein de situations. En fait, actuellement, on a une explosion du nombre de paramètres dans les modèles, qui est notamment due à l'apparition du deep learning. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on a des modèles qui sont de plus en plus gros, qui ont de plus en plus de paramètres. Et donc, ce que tu disais, c'était que si on n'a pas assez de données, eh ben, en fait, on va apprendre par cœur le jeu d'apprentissage, mais on va mal se généraliser au jeu de test. Et ça, c'est à cause de l'augmentation de la dimension. Ça a un nom, c'est le fléau de la dimension. On appelle aussi du surapprentissage. Ça, c'est très bon en entretien. Moi, c'est la question que je pose tout le temps. C'est la question du surapprentissage. En fait, on apprend trop les données d'apprentissage. Voilà, donc tout ça pour dire que le big data, c'est un vrai truc. On a besoin de plus en plus de données. On a besoin de plus en plus de données parce qu'on a des modèles qui ont de plus en plus de paramètres. Et pourquoi est-ce qu'on a de plus en plus de paramètres dans les modèles? Ouais, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de modèles plus forts? Ouais. Non, non, c'est un peu une question à la con. C'est parce que la vie est compliquée, en fait. Et donc, on a besoin de modèles avec plein de paramètres. Si on arrivait à prédire la météo avec 10 paramètres, bah, ce serait formidable, mais enfin, voilà, donc, on ne réfléchirait plus à ce problème, quoi. De la même manière que prédire si un couple va marcher ou pas, bah, c'est plus que 87 paramètres. Voilà. Et donc, on a besoin de faire du big data. Et on a deux manières de faire du big data pour passer à l'échelle. On pourrait dire, bon bah voilà, on pourrait prendre un plus gros ordinateur. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le passage à l'échelle verticale. Passage à l'échelle verticale, vous imaginez un ordinateur qui grossit, quoi. Mais à ce passage à l'échelle verticale, on préfère en général le passage à l'échelle horizontale, qui est la multiplication du nombre de nœuds de calcul. Donc au lieu de résoudre le problème sur un seul ordinateur, on va le résoudre sur plein en même temps. Et on a besoin de ça pour faire du vrai machine learning de grandes personnes aujourd'hui dans le monde. Donc, et c'est pour ça que je suis content d'en parler, parce que pour faire ça, en fait, ok, il faut savoir faire du machine learning, mais pas tant, il faut surtout être très bon techniquement. Et ça, c'est une compétence qu'on retrouve très peu. Et on n'a pas besoin d'être super fort en maths, mais on a besoin de comprendre plein de choses. Technique, et pas scientifique. Voilà. Donc, pour illustrer un petit peu ça, j'ai pris un exemple de réseau social. Donc, Ultrapoulpe, voilà. Donc, c'est un réseau social de rencontres entre les poulpes. Le slogan, c'est rencontrer des poulpes pas collants à côté de chez vous. J'étais très content de ce slogan. Bref. Voilà. Ouais, c'est pas mal, non? Voilà. Et donc, comme tout réseau social, ils ont des problèmes de spam. Il y a des poulpes qui uploadent plein d'images. Je me fais rire tout seul, c'est génial. Donc il y a des poulpes qui uploadent plein d'images, et c'est des spammers, ils créent des faux profils de jolies petites poulpes. Ça, c'est pour attirer les poulpes mâles. Voilà. Et donc, en général, les spammers envoient des images qui sont dupliquées. On retrouve plusieurs fois les images dans la base de données. Donc il y a un problème qui se pose, qui est, bah voilà, est-ce que cette image est déjà présente dans ma base de données? Et pour résoudre ce problème, donc on implémente la fonction isImagePresent, qui prend en argument une image, qui est la petite image uploadée par le poulpe, là. Et donc on itère sur toutes les images dans la base de données.
et on regarde la distance de l'image à l'image d'apprentissage, et si jamais elle est inférieure à un seuil, eh ben on dit que l'image est présente, et sinon elle ne l'est pas. La distance de l'image à l'image d'apprentissage, c'est une distance qui est pas très simple. Vous voyez pourquoi on ne peut pas prendre juste le SHA-1 ou le MD5 du fichier image? Vous savez ce que c'est un SHA-1 ou MD5? Ouais. Donc, si on prend juste l'empreinte du fichier, en fait, on fait de la reconnaissance de fichier, mais pas de la reconnaissance d'image. Donc, il suffirait de redimensionner l'image, ou de changer la valeur d'un pixel, ou de décaler l'image d'un pixel, ou de la tourner un petit peu, et la distance serait plus la même. Donc, la fonction, la distance, elle est un peu compliquée. Et c'est un vrai problème de vision par ordinateur. Mais on ne va pas parler de vision par ordinateur aujourd'hui. Donc, vous admettez juste qu'il y a une fonction distance qui marche, et qui n'est pas très compliquée, voilà. Donc ça marche bien sur le laptop du data scientist en R. Et en fait, donc là, ça nécessite de faire n comparaisons, où n c'est le nombre d'images dans la base de données. Et pour faire ça plus rapidement, il a implémenté une fonction fast min distance qui en fait prend un index d'images et qui renvoie la distance la plus faible de l'image à l'image la plus proche dans la base de données. Et ça, pareil. Ça, c'est une fonction qui est un petit peu compliquée, mais ça va. Et pour opérer cette fonction, il y a besoin de créer un index. Et ça, créer cet index, ça prend un petit peu de temps. Essayez juste de vous en rappeler pour la suite. Et donc ça tourne bien sur mon MacBook Pro. Et maintenant, si je veux passer à l'échelle, donc de manière horizontale, en fait, c'est relativement facile. Il suffit de décomposer la base de données en partitions, en sous-base de données, et on va pouvoir calculer la distance minimum de l'image à chacune des partitions, et si jamais elle est inférieure à un seuil, eh ben on va retourner true. Et sinon, on retourne false. Et donc, cette fonction-là, on peut l'exécuter sur chacun des nœuds, et chacun des nœuds va s'occuper de juste une partition. Et donc, au fur et à mesure qu'on rajoute des images dans la base de données, on va rajouter des partitions, on va recréer des index, encore une fois, donc ça prend un petit peu de temps. Mais donc, il va nous suffire de rajouter des nœuds, et ça prendra toujours autant de temps. Ça ne prendra pas plus de temps. Tandis que dans l'implémentation précédente, le temps de calcul était dépendant du nombre d'images dans la base de données. Et on veut passer à l'échelle, on va avoir tous les poulpes du monde dans notre réseau social. On va avoir les 2 milliards de poulpes du monde. Donc, il nous faut un truc qui passe à l'échelle. Et donc j'utilise l'excuse de ce réseau social de poulpe pour vous parler un petit peu d'architecture de données. Ça, on peut imaginer que les développeurs poulpe écrivent des programmes bien faits qui distribuent les calculs sur les différentes partitions, sur les différents nœuds. Et ils peuvent faire un truc, et puis ils peuvent gérer, voilà, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un serveur qui tombe en panne. Ça peut aussi gérer la charge. Et là, ils vont en fait réinventer quelque chose qui existe déjà. Donc encore une fois, il y a plein de gens très malins qui ont bossé là-dessus. Ils sont mieux payés que des chercheurs, mais ils ont faim aussi. Et ils ont déjà fait plein de choses formidables là-dessus. Et il y a notamment des ingénieurs de chez Google qui, eux, vraiment, n'ont pas faim du tout. Mais donc, ils ont inventé un cadre de travail générique qui s'appelle MapReduce. MapReduce, donc, c'est ce qui permet de faire du calcul distribué en appliquant quelques contraintes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire n'importe quelle fonction avec MapReduce. Mais quand même, la plupart des algos peuvent s'écrire avec MapReduce. Alors, MapReduce, qu'est-ce que c'est ? Là, je vais m'appesantir un petit peu là-dessus. MapReduce, l'idée, c'est qu'on peut décomposer n'importe quel algo en 2 types d'opérations, des opérations map ou des opérations reduce. Une opération map transforme un élément en un autre élément, et une opération reduce transforme 2 éléments en un autre élément. Et en fait, l'opération reduce appliquée à plein d'éléments va donner un seul résultat. Donc là, je vous ai donné l'exemple de l'opération map qui est élevé au carré un nombre, et l'opération reduce qui permet de faire la somme de nombres. Donc si on reduce xy, ça fait x plus y, on l'applique à x plus y et z, ça fait x plus y plus z, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc d'agrégation de données.
Sous forme de graphe, ça se présente comme ça. Donc, on prend des données, x1 est transformé en x2 et transformé en x3 par deux opérations map. Pareil pour y1, y2. Et puis, on regroupe ça dans une grosse opération reduce qui elle-même prend un résultat qui vient d'une autre opération map, etc. Donc, on a des graphes comme ça. Et en fait, il y a deux implémentations. Donc, Google a proposé le framework MapReduce, mais ils n'ont pas fourni d'implémentation. Il y a une implémentation libre qui est apparue, qui s'appelle Hadoop, et qui est extrêmement utilisée. Donc, ce que fait Hadoop, c'est que donc ça prend des données en entrée, et chaque opération map ou reduce stocke ces données sur un disque qui est sur le réseau. Vraiment un disque dur, quoi. Sauf que c'est un disque qui est distribué. Et donc ça, HDFS, ça veut dire Hadoop Distributed File System. Donc un système de fichiers distribués de Hadoop. Donc entre chaque opération, il y a une écriture sur disque. Et Hadoop marche très très bien et c'est utilisé dans plein d'endroits différents. Par contre, il y a un problème avec ça, c'est justement l'écriture sur disque, qui est, comme vous le savez probablement, très lente. Donc, à partir de Hadoop, il y a un outil qui est apparu qui s'appelle Spark. Spark qui est plus tendance, plus cool. Et au lieu d'écrire sur disque, il écrit en RAM sur les nœuds. Alors ça pose plein de problèmes, parce que la RAM, c'est volatile, donc c'est plus rapide que le disque, mais c'est volatile. Donc si un serveur plante, bah, il perd toute sa RAM. Donc, est-ce que j'ai un comparatif Hadoop Spark rapidement. Donc voilà. Hadoop écrit sur disque et Spark écrit en mémoire. Ça a des conséquences. Enfin, ça a l'air de rien comme ça, mais ça a pas mal de conséquences sur le fonctionnement en interne. Dans Hadoop, on peut utiliser n'importe quelle structure de données. Dans Spark, on est obligé d'utiliser des RDD qui encapsulent des données natives. Après, Hadoop, les applications sont surtout rédigées en Java. On peut utiliser n'importe quel langage de programmation avec Hadoop Streaming, mais en fait, c'est un peu bancal, donc on ne le fait pas trop. Dans Spark, on peut utiliser tous ces langages de manière native. Et surtout, Spark embarque Spark SQL et Spark ML, qui est une librairie de machine learning qui permet de faire du machine learning de manière native en mode distribué. Ouais. Donc, effectivement, donc la question, c'est définir un RDD. Et j'ai tenté un coup de bluff là, sur le RDD, c'est pas passé. Qu'est-ce que j'ai comme slide après? Bah, c'est pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de définition. Je ne sais pas vous arnaquer, hein, promis. Mais c'est l'implémentation qui est utilisée par Spark pour représenter les données. Et en fait, c'est utilisé non seulement pour représenter les données, et pour distribuer les calculs. C'est-à-dire que, en fait, on décrit avec les RDD, qui sont encore une fois natifs à Spark. Hein. Donc, on décrit une succession d'opérations. On décrit comment charger les données, quelles opérations effectuer, et en les déclarant, en fait, c'est Spark et le RDD qui décident comment est-ce que ça va être distribué sur les différents nœuds. Donc le RDD s'occupe à la fois du chargement des données, la distribution des données sur les différents nœuds, et la manière dont les calculs seront ordonnés. Parce que donc ça faut s'imaginer que chaque opération map agit et effectuée sur plusieurs nœuds différents en même temps. Et on peut faire ça naïvement, et ça devrait bien se passer, mais ça sera lent. Pourquoi ça sera lent? Parce que les différents nœuds vont s'échanger des informations au travers du réseau, et ça, c'est lent. Donc, et on pourrait optimiser tout ça à la main. Ce serait un petit peu comme si on faisait de l'assembleur. Mais ouais, voilà, c'est ça. Le RDD, c'est un petit peu le compilateur du calcul distribué, quoi.
c'est quelque chose qui va optimiser la distribution des calculs sans que vous ayez trop à vous en préoccuper. Et comme avec un compilateur, des fois, il ne fait pas des trucs vraiment optimaux, et dans ce cas-là, il faut rentrer à la mano dans les tréfonds du RDD pour optimiser tout ça. Mais c'est vrai que c'était pas très pertinent de mettre ça là parce que je comptais pas trop le creuser. Bref. Ouais. Alors donc, Hadoop et Spark, c'est deux logiciels qui permettent de distribuer des calculs sans avoir à se préoccuper des rouages internes. C'est une implémentation du framework MapReduce inventé par Google. Ça peut être plus clair avec l'exemple suivant. Alors forcément, en fait, quand on parle de Hadoop ou Spark, on parle du décompte de mots, le word count. Et si vous avez déjà vu, ou si vous voyez à un autre moment une présentation sur Hadoop ou Spark, je suis prêt à parier 10 € que vous allez trouver le word count, parce que c'est l'exemple le plus pertinent qui tient en un slide sur le calcul distribué. Donc le word count, l'idée c'est de compter chaque occurrence, de compter le nombre d'occurrences de chaque mot dans un texte. Donc en Python, si on faisait ça sans Spark, sans Hadoop, sans rien, donc on ouvrirait un fichier, on lirait le fichier, on le décomposerait en mots, et puis on ferait un dictionnaire de mots, et on incrémenterait les clés là, et à la fin on afficherait, donc ça c'est pour afficher les 5 mots les plus fréquents, donc on prend les différents mots, on trie ça par ordre par nombre d'apparitions décroissant, et on va voir apparaître les mots les plus fréquents de l'Iliade. Et ça, donc ça marche bien sur mon ordinateur, qui a 8 Go de RAM. Mais si vous faites ça sur un beaucoup plus gros texte, ça va prendre énormément de temps. La complexité de ça est linéaire en le nombre de mots dans l'Iliade. Donc si vous prenez Wikipédia ou tout l'Internet, que vous cherchez à compter le nombre d'occurrences de chaque mot dans tout l'Internet, et ça va prendre du temps. Donc vous avez besoin d'un framework de calcul distribué pour ça. En Spark, la manière dont on écrit ça, c'est que, donc là il y a un objet Spark context, ça c'est une arnaque, ne posez pas de questions dessus s'il vous plaît. Donc on charge un fichier texte, on lui applique un espèce de map qui transforme chaque phrase en des mots. On transforme chaque mot en un tuple composé du mot et de 1, ce qui paraît un peu bizarre, mais ce qui se comprend quand on regarde la suite. Ensuite, on applique une opération reduce, donc vous vous souvenez, l'opération reduce, elle agrège plein d'objets. Donc là, on prend deux clés valeurs, et on agrège les valeurs, les clés étant identiques, donc on fait la somme des deux valeurs. Ensuite, on va trier par ordre décroissant de valeurs, et on va prendre les 5 premières. Et on obtient cette liste des 5 mots les plus fréquents dans l'Iliade, où on découvre que dans l'Iliade en anglais, le mot le plus fréquent est « the », ce qui est quand même une belle découverte. Je ne vais pas m'appesantir plus sur les tréfonds de Spark. Sachez juste que voilà, il y a ce framework de calcul distribué qui s'appelle Spark et qui fonctionne très bien. Alors bref, si on en revient à notre réseau social de Poulpe, en fait, est-ce que ça répond un peu à ta question sur qu'est-ce que c'est qu'Hadoop ou Spark? C'est pas du tout comme une DB. C'est plutôt, faut plutôt le voir comme un interpréteur, comme un compilateur, quoi. On lui file des ressources qui sont différents serveurs, et Spark va se charger d'exécuter un bout de code sur ces différents serveurs, comme en optimisant le temps de calcul, quoi, en fonction des différentes ressources qui sont allouées sur chaque serveur. Si vous avez 15 serveurs, mais qu'il y en a la moitié qui ont 4 Go de RAM et l'autre qui en a 8 Go, il faut tenir compte de ça au moment de paralyser les calculs. Et c'est le rôle de Spark de faire ça. Donc c'est un compilateur, oui, un orchestrateur de calcul. J'ai pas mieux que ça comme comparaison.
Alors, donc Spark ne se charge pas du tout du stockage des données. Et pour... merci, ça me fait une excellente transition vers le slide suivant. Donc, si on en revient à notre social de pool, j'ai expliqué comment est-ce que Spark stocke ses données, parce qu'effectivement, Spark a besoin de stockage de données. Donc, si on en revient à notre réseau social de Poulp, donc il y a un Poulp qui upload une image et qui arrive sur le cluster Spark. Donc, il y a un nœud maître qui reçoit cette image, qui va l'envoyer, là j'ai pas fait les flèches orange, mais qui va l'envoyer vers les différents nœuds. Chacun des nœuds a accès à une partition de la base de données d'image, et chaque nœud va renvoyer la distance de l'image à la partition. Et ce nœud-là va se charger de faire un minimum et de renvoyer la distance de l'image à la base de données. Et donc là j'ai donné ça par un petit logo de base de données, mais en pratique, Spark se marie très très bien avec HDFS, qui est le système de fichiers distribués dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc HDFS, il faut l'imaginer là aussi comme un système de fichiers, comme un système qui est complètement distribué sur plusieurs serveurs. Et en fait, les calculs vont s'opérer près des données. Et ça a énormément de valeur. Ça veut dire que pour faire des calculs sur des données, il va charger les données à partir d'un nœud qui lui est proche. Sinon, encore une fois, il y a des temps de transfert réseau qui sont importants. Donc ça c'est pour le calcul. Et si jamais vous avez le bonheur d'avoir à traiter des gros volumes de données un jour, vous allez probablement passer par là. Mais c'est pas du tout toute la solution au problème. Là, donc il y a les petits poulpes qui uploadent plein d'images avec leurs petits tentacules. On détecte qu'une image est nouvelle. Donc cette distance-là, elle est supérieure au seuil qu'on a défini. On considère qu'on a une nouvelle image, donc il faut l'insérer dans la base de données. Il faut l'insérer là-dedans. Mais vous vous souvenez, là, ces distances, elles sont calculées avec des index. Des index qui mettent du temps à calculer. Donc on peut pas insérer une image facilement dans une base de données, parce qu'il va falloir recalculer tous les index. Et ça va prendre trop de temps. On n'a pas le choix, il faut une base de données qui est auxiliaire. Une base de données dans laquelle on va faire que des insertions. Donc si jamais une image est nouvelle, on va l'insérer là-dedans. Et là, vous avez plein de choix pour cette base de données. Ça peut être de plein de types différents. Là, j'ai donné 2 exemples de noms que vous connaissez peut-être déjà, donc HDFS et MongoDB, mais ça peut être uniquement en mémoire, ça peut être du Redis, ça peut même être du SQL, mais en fait, vous n'avez pas tellement besoin de SQL pour stocker ça. Ça peut être quelque chose de vraiment beaucoup plus simple. Et donc, quand on calcule les distances, on calcule les distances non seulement par rapport à ces partitions, mais aussi par rapport à cette base qui sont en fait les nouvelles images. Ça, c'est la base de nouvelles images. Ok. Donc là, vous avez encore une fois un bon morceau d'archi, mais vous n'avez pas tout. Si jamais quelqu'un upload une image, ce serveur-là doit toujours être disponible. Il doit toujours être disponible pour recevoir les images, sinon là, on va renvoyer une erreur. Et le cluster Spark, il peut tomber pour plein de raisons différentes. Vous pouvez avoir le redémarrer. De toute façon, il va planter, parce qu'il y a un théorème qui dit ça. C'est la loi de Murphy. Donc il y a un moment, ça va devenir indisponible. Donc, en général, on intercale quelque chose entre le cluster Spark et l'utilisateur qui envoie des données. Pour ça, vous avez besoin d'un système de gestion de flux de données en temps réel. Et il existe plein de solutions différentes. Moi, je vais vous parler de ma solution préférée, qui s'appelle Kafka. Vraiment, ils sont ratés quand ils ont choisi le nom. C'est pas du tout sexy, mais vraiment, ça marche très bien. Moi, je suis vraiment un gros fan de ce truc. Kafka, qu'est-ce que c'est ? Il faut l'imaginer comme une file de données. Il y a des producers qui écrivent dans ce qu'on appelle des partitions. Donc ça, c'est vraiment une file. Et donc, un producteur, il envoie une partition qui est nommée MyPartition, et il envoie mes données. Mes données, ça peut être n'importe quel blob binaire. Vous pouvez mettre ce que vous voulez là-dedans. Et de l'autre côté, il y a des consumers. Donc là, la flèche, elle pointe vers le violet. Il y a des consumers qui sont abonnés à la partition. Et on peut les regrouper. C'est hyper pratique, ça.
Et on peut itérer sur cette file de messages et les recevoir au fur et à mesure qu'ils arrivent. Mais donc, le consumer, là, il peut planter. Et c'est pas grave, parce qu'on pourra le redémarrer après et il redémarrera exactement là où il en était avant. Donc ça c'est vachement pratique. Et donc là, il y a une autre partition dans laquelle on va écrire non pas les images, mais les calculs de distance qu'on a fait de l'image à notre base de données. Donc pareil, donc le Spark va écrire là-dedans, et ça va être à nouveau lu par une application quelconque qui va faire quelque chose avec les images dupliquées. Donc Kafka, ça a plein d'avantages. Donc c'est first in, first out, mais pas que, parce qu'on peut déplacer le curseur à partir duquel on lit dans cette file. C'est en RAM, donc ça va très vite, mais en même temps ça passe à l'échelle parce que ça déborde, ça peut faire déborder ces données sur le disque. Vous savez que le disque ça coûte beaucoup moins cher que la RAM, donc Kafka peut faire déborder toutes ces données sur le disque. Et vous pouvez lancer plusieurs nœuds Kafka, donc profiter de plein de disques différents pour passer à l'échelle, encore une fois, de manière horizontale. Et ça, c'est absolument nécessaire, parce que vous voulez parler à 2 milliards de poulpes. Vous pouvez avoir plein de consumers différents sur la même partition, et vous pouvez vous servir de Kafka pour plein de choses. Ce n'est pas un outil qui sert à une seule chose. Donc, fil de message, tâche asynchrone, buffer, comme ici, etc. Voilà, donc l'architecture complète du bazar, ça ressemble à ça. Donc, un client qui est un petit poulpe upload une image vers un serveur web. Le serveur web, il envoie chez Kafka et il ne se préoccupe plus de ce qui va se produire avec l'image. Donc là, on empile les images très très vite, parce qu'on a 2 milliards de poulpes. Les images sont lues progressivement par un cluster Spark. Et si le cluster Spark, c'est pas grave, parce que Kafka, il accumule les images, c'est cool. Donc le cluster Spark calcule les distances aux différentes partitions, ces partitions qui sont stockées dans HDFS, et il doit aussi comparer aux images les plus récentes qui sont stockées dans une base de données dans laquelle on fait que rajouter des images. Il renvoie, donc ce cluster Spark renvoie des distances qui stockent aussi dans Kafka, tant qu'à faire. Ces distances sont dépilées par un serveur applicatif qui décide quoi faire. Bah voilà, si une image est dupliquée ou pas, bah voilà, est-ce qu'on considère que le poulpe est un spammer ou pas. Et si jamais une image est unique, elle est nouvelle, bah on rajoute l'image à la base de données. Et pour ça, bah on fait un append dans cette base de données-là. Ouais, c'était un peu... bon, j'ai lancé plein de buzzwords là. Je voulais vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire de ce qu'on peut faire quand on a beaucoup de données. En fait, il y a plein de problèmes techniques qu'on ne soupçonne pas, mais qui existent et sur lesquels ça vaut le coup de se former. Il n'y a pas juste de la résolution de problèmes mathématiques. Et les boîtes ont besoin de gens qui savent faire des trucs comme ça. Ce qui m'amène à la troisième partie, qui sera courte, qui est Superman. Alors, tout ce qui commence par data bidule, data truc, tout ça c'est extrêmement sexy en ce moment. Et donc je vais vous parler d'une page qui est un peu bidon, mais qui a été citée dans plein d'endroits différents. Donc Glassdoor, c'est un site un peu qui recense des entreprises, dans lequel les gens peuvent noter des entreprises, etc. Il y a des offres d'emploi. Et donc les meilleurs jobs aux États-Unis en 2017. Donc en premier il y a data scientist et en troisième il y a data engineer. C'est un peu bidon, mais parce que c'est juste un site qui fait ça, ça fait parler de lui, voilà. Mais c'est vrai en fait. Enfin, je ne sais pas si c'est le meilleur job aux États-Unis, mais en tout cas, data scientist et data engineer, c'est des jobs qui sont extrêmement recherchés. Vous allez peut-être devenir data scientist, data engineer, je ne sais pas. Et on va vous demander différentes compétences. On va vous demander de savoir faire de la programmation, de savoir faire du machine learning, de savoir faire des stats, de savoir distribuer des calculs, de savoir gérer des bases de données, distribuer elles aussi. Et tout ça, c'est hyper compliqué. Vous prenez n'importe lequel de ces champs d'expertise, là, pris individuellement, ça vous fait un très bon job. De développeur, c'est un très bon job. Expert en machine learning, excellent. Enfin, voilà. Et on vous demande de savoir tout ça. Et en gros, on vous demande d'être des Superman. Alors,
Superman, c'est une icône qui est un peu vieillotte, qui est surtout très, très, très mâle, très, très viril. J'ai cherché l'équivalent féminin. Il y a pas vraiment de chouettes super-héroïnes. Moi, mon personnage féminin fort préféré, c'est Jean dans Rogue One. Je sais pas si vous... Enfin, ouais, bref, moi je la trouve super. Trop canon. Bref, voilà. Donc on vous demande d'aider Superman au service du machine learning, de l'intelligence artificielle. Et c'est un enjeu qui est énorme. Et pas juste parce qu'il y a plein de présentations, il y a des TED Talks, etc., qui disent que l'intelligence artificielle, ça va déterminer notre avenir. C'est un champ qui va déterminer la manière dont on apprend, dont on travaille, dont on est gouverné, dont on fait la guerre. Ça va vraiment être au cœur de nos vies. Et c'est un enjeu qui va se décider c'est l'enjeu de la décennie, voire du siècle. Et donc là, j'avais dit qu'il y avait 2 citations complètement galvaudées dans cette présentation. Vous avez eu la première, voilà la deuxième. D'ailleurs, j'ai découvert que ça vient en fait, c'est inspiré de l'Évangile selon Saint Luc. Ouais, mais Saint Luc c'était avant Spider-Man. Et c'est con, mais c'est vrai. Et vous allez avoir des super compétences hyper prisées du marché. Et avec ça va venir son jeu de responsabilité. Vous allez candidater auprès de qui? Là, j'ai cité quelques boîtes qui recrutent vachement, plein de data trucs. Qu'est-ce qu'ils font? Google, Facebook, Criteo, Le Bon Coin, tout le monde connaît la DGSE? Renseignement extérieur, oui. Donc, ils recrutent des data scientists pour faire quoi? Donc, essentiellement de la pub, ou de la surveillance généralisée, ou d'autres trucs. Voilà. Et ces boîtes sont en train de prendre un avantage qui est énorme. L'intelligence artificielle... Alors, j'ai été surpris récemment, il y a Dropbox qui a publié un article là sur comment faire de la reconnaissance automatique de texte. Et c'est un problème qui reste compliqué aujourd'hui dans le cas générique. Et c'est cool, ils décrivent tout leur algo. C'est formidable. Par contre, ce qu'ils ne donnent pas, c'est leur jeu de données. La manière dont ils ont fait les données qu'ils ont utilisées pour faire leur apprentissage. Google a fait un papier il y a quelques années, c'était 2012 ça, ou 2012, ouais. Donc ils ont fait de l'apprentissage non supervisé, donc la catégorie de problème la plus difficile. Ils ont fait de la reconnaissance automatique de chatons et de visages dans des vidéos. C'est-à-dire qu'ils ont agrégé plein de vidéos et ils arrivent sans avoir rien labellé dans les images. Ils arrivent à détecter des chatons ou des visages. Et pareil, ils ont publié l'article. Tout l'article est disponible. Vous pouvez essayer de reproduire leur méthode. Ils ont utilisé 1000 machines pendant 3 jours. Et donc là on voit que c'est une prérogative de Google d'être capable de faire des algos comme ça. C'est de la science qui est absolument irreproductible. Et donc là, on se rend compte de l'avantage concurrentiel que prennent des boîtes comme ça. Si vous créez une boîte aujourd'hui, vous pouvez concurrencer Google ou Dropbox sur l'algorithmique. Vous pouvez envisager de concurrencer sur la collecte de données, parce que vous allez produire vous-même vos propres données. Mais ce sera impossible de les concurrencer sur la puissance de calcul. 1000 serveurs pendant 3 jours, et ça c'est juste pour la réalisation finale, c'est pas pour l'expérimentation. J'ai presque fini. Bref, donc la conclusion à laquelle je veux en venir, je ne veux pas vous faire la leçon. Moi, je sais que la pub et la surveillance généralisée, c'est 2 sujets auxquels je suis très sensible. Je veux juste vous dire déjà d'assumer les conséquences. Si vous travaillez dans la pub, dites pas ouais c'est pour le bien du web, le web il a besoin de la pub pour exister, c'est vraiment des conneries ça. Et surtout si vous décidez d'aller là-dedans, faites-les payer un max parce que vous le méritez bien. Voilà, j'ai presque fini. Juste un petit récap pour ceux qui n'ont rien suivi. Qu'est-ce que vous allez faire en sortant de cette présentation? Alors j'ai balancé plein d'informations. Pas mal de choses n'étaient pas très claires, je pense. Vous pouvez commencer déjà par collecter vos données.
Donc si vous travaillez dans une boîte, il y a plein de boîtes qui collectent même pas leurs données en fait. Elles émettent des logs et puis elles en font rien, quoi. Elles les stockées sur un disque. Vous pouvez commencer par les agréger. Pour ça, il y a 2 outils. Il y a Syslog, Kafka, moi je préfère à Syslog, et les agréger sur un disque. Si ça tient sur un disque, formidable. Si ça tient sur plein de disques, bah HDFS. Juste en faisant ça, déjà, vous allez vous former à Kafka et HDFS, qui sont 2 compétences hyper vendeuses. Ensuite, vous pouvez poser des questions sur vos données. Et là, pour apporter de la valeur à votre produit, à votre boîte ou à la startup que vous créez. Et vous pouvez commencer à essayer de répondre à vos questions en utilisant soit une librairie donc standard de machine learning, qui est scikit-learn, ou si vous devez faire du calcul distribué avec Spark. Tout ça en suivant, évidemment, l'approche générale que j'ai décrite dans la première partie pour résoudre un problème de machine learning. Et vous passez à l'échelle. Et là, vous apprendrez un max. Et encore une fois, non seulement vous apporterez de la valeur à votre boîte, mais vous allez apprendre plein de choses qui vous apporteront de la valeur à vous. J'ai terminé. Si vous n'en avez pas assez, vous pouvez me poser des questions à cette adresse-là. Les slides sont disponibles en ligne à cette adresse-là. Si vraiment vous avez beaucoup aimé cette présentation, j'ai 4 cours sur Open Classroom, vous avez bientôt un 5e. Ça, c'est les titres sur lesquels ils sont référencés. Ça, c'est les titres que j'aurais donnés si j'avais été complètement libre de les nommer. Les vidéos sur Open Classrooms sont limitées, c'est-à-dire que vous devez payer 20 € par mois pour accéder à toutes les vidéos, mais les vidéos sont Creative Commons, donc c'est vraiment débile. Bref, les vidéos sont disponibles sur mon site web, vous pouvez les télécharger et les diffuser autant que vous voulez, du moment que c'est pas commercial. Voilà, c'est tout, merci beaucoup. J'avais entendu parler d'une boîte qui s'appelait Geometric Intelligence qui a été rachetée par Uber pour faire son labo d'IA, dont le patron, en gros, s'était inspiré de la psychologie enfantine et de comment l'enfant fait des mathématiques pour régler le problème de la massification des données, notamment en faisant que l'algorithme pouvait apprendre à reconnaître la lettre A avec 3 lettres A. Et est-ce que dans votre propre travail, vous réfléchissez à ces problématiques? Parce que c'est peut-être le seul moyen de dépasser les problèmes de puissance de calcul et de besoin de grosses bases de données. Alors, bon, déjà, il apprend très probablement pas, juste avec... dans le jeu d'apprentissage, il y a probablement plus que 3 lettres. Je ne sais pas si vous avez suivi récemment, il y a une news qui est sortie sur... l'algo de résolution de Go, de Google, pour jouer au Go. Donc ils ont dit, bon, voilà, on a encore amélioré le joueur de Go, et pour ça, on lui a pas donné que des parties qui avaient déjà été jouées, mais on a généré plein de parties. Et donc il continue à apprendre en continu, et il devient de plus en plus fort. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui s'appelle de la génération de données synthétiques. Et ça, c'est beaucoup utilisé en vision par ordinateur, c'est-à-dire qu'on a un jeu d'images, et à partir de ces images, on va générer d'autres données synthétiques. C'est-à-dire qu'on va tordre les images, on va les agrandir, les tourner, et toutes ces transformations, on va les ajouter au jeu d'apprentissage. Et ça, c'est ce qui s'appelle augmenter le jeu d'apprentissage. Donc il a probablement fait ça. Et quant à apprendre comme un enfant de 3 ans, s'il a résolu le problème de l'apprentissage à 3 ans, c'est une belle performance qui mérite plus que de conduire des taxis dans Paris. Parce que c'est un problème qui est hyper compliqué, en fait, l'apprentissage générique dans le cas général. En pratique, souvent on dit bon, bah, on s'inspire des humains pour faire l'apprentissage, ça veut dire qu'on fait du réseau de neurones, quoi. Et c'est probablement ce qu'il a fait, un réseau de neurones de petite taille, parce qu'enfant de 3 ans, voilà. Mais j'en sais pas plus là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Par rapport à tu avais un navigateur avec Glassdoor et les différents postes qui avaient du succès. Tu parlais d'une somme de 5 compétences, programmation, machine learning, etc. Mais en fait, pourquoi on est passé à un modèle où ils ont besoin d'une personne qui réunit les 5 compétences au lieu d'en avoir 5? Alors, j'imagine qu'il y a un attrait économique, ouais, mais ça doit... Je veux dire, avoir des personnes comme ça, peut-être que toi, t'en fais partie de ces personnes qui ont ces 5 compétences-là, mais ça doit pas représenter beaucoup de monde, finalement. C'est bien, tu réponds à toutes tes questions. Non, bah oui, c'est ça, c'est que... Donc, trouver une personne qui regroupe ces 5 compétences, bah, ça coûte... Enfin,
c'est une personne qui coûtera plus cher qu'une autre, mais il y en a beaucoup moins. En fait, souvent il y a ça, ou alors juste ça, et puis il y a ça, et puis c'est déjà pas mal, quoi. Et là encore, j'ai pas rajouté la visualisation de données, communication scientifique, etc. Mais est-ce que c'est dû peut-être à la jeunesse du projet, à la jeunesse du traitement des données massives? Peut-être qu'au début, on n'est pas encore spécialisé, et le temps que le marché converge, on obtiendra des profils plus spécialisés, de manière qu'il y ait des profils spécialisés en, je sais pas, en commerce, en B2B, en B2C, alors qu'avant tout le monde faisait tout. Avant, un développeur, il faisait de l'UX, il faisait des bases de données. Aujourd'hui, on a des administrateurs bases de données, on a des experts UX, on a des experts front-end, on a des experts back-end. Peut-être que la tendance à la spécialisation vient avec le temps. Ma question, en fait, c'est pourquoi vous nous avez proposé en fait des boîtes où il y a un intérêt en fait absurde entre guillemets, alors que je pense qu'il y a des industries qui veulent en fait prévoir quand est-ce que leur machine tombera en panne, et qui veulent prévoir aussi quand est-ce qu'une boîte de conserve en fait va mal se fermer. Enfin, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de boîtes intéressantes qui ont besoin de ce savoir de data science que ces boîtes qui veulent de la pub, je sais pas. Ouais, absolument. Il y a plein de boîtes qui font plein de trucs différents. Là, j'ai pris ça. Alors, j'ai entendu Google. Ouais, ok, Google fait autre chose que de la pub, mais c'est pour faire de la pub. C'est ça leur business, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut travailler sur plein de problèmes, sur plein de sous-problèmes hyper intéressants, et ça va être intéressant à son échelle, mais c'est voir ça par le petit bout de la lorgnette. Quelqu'un qui va s'occuper d'un énorme cluster Hadoop chez Criteo, c'est le kiff. Techniquement, c'est le kiff. Mais c'est pour faire quoi, au final? C'est pour faire de la putain de pub, quoi. Et donc j'ai pris ces boîtes-là, parce que c'est les gros employeurs actuellement à Paris et en France de dev. Il y en a une que j'ai pas listée, dont je suis fan. Mais je l'ai pas listée parce que je suis fan. C'est Blablacar. Et pour moi, Blablacar, c'est une boîte qui fait de l'intelligence artificielle, et elle fait plutôt partie des bons élèves. Mais encore une fois, il y a une opinion derrière ces boîtes. Vous avez peut-être une autre liste, mais c'est important que vous en soyez conscient, quoi. Est-ce que pour faire du Kafka, ça marche sur un PC classique, ou alors le HDFS, c'est un hardware spécial, ou c'est juste un système de fichiers de Kafka? Non, tu n'as besoin de rien de spécial. Faut voir Kafka comme une espèce de base de données qui s'installe. D'ailleurs, ça s'installe et ça se lance très facilement. Ça tourne dans la JVM, mais on s'en fiche en fait que ça tourne dans la JVM, parce qu'on peut interagir avec à partir de tous les langages, quoi. Il y a une API TCP. Et pareil pour HDFS, ça se lance très bien en local, et on peut simuler un cluster HDFS soit en local, soit avec tes petits camarades. Tu prends plusieurs ordinateurs, tu fais un cluster HDFS. Okay. Merci. Tout à l'heure sur tes slides, tu avais data scientist et data engineer. On voit beaucoup les deux mots, je trouve que c'est souvent un peu mélangé les définitions. Est-ce que tu pourrais me donner ta définition? Qu'est-ce que c'est data scientist par rapport à data engineer? Ouais. Le data scientist, donc la question c'est donc quelle différence entre data scientist et data engineer? Et là j'ai un peu tout mélangé dans la présentation. Un data scientist, donc, il va apporter des réponses scientifiques à des problèmes. Donc toute la partie 1, comment résoudre un problème de machine learning, voilà. Lui, son livrable,
qu'il fournit, c'est un algo, une implémentation en R ou en MATLAB. Bon, on peut espérer qu'il va la faire en Python, mais un truc qui va tourner en local. S'il est bon, ou si il ou elle est bon, il va faire un truc qui passe facilement à l'échelle et qu'on va pouvoir déployer sur plein de serveurs en même temps. Mais c'est rare. Et c'est là que le data engineer arrive. Le boulot des data engineers, c'est de faire passer à l'échelle le boulot des data scientists. Encore une fois, on a besoin de beaucoup de données. Les data scientists ont toujours besoin de plus de données. Parce que, donc, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, plus on a de données, plus un modèle performe bien. Plus on a de données d'apprentissage, plus il va bien performer. Et surtout, plus de données, ça permet d'avoir des modèles plus complexes. Et donc, ils retranscrivent mieux la réalité. Donc, le but du data engineer, c'est toute la partie 2 de la présentation, c'est faire passer à l'échelle un algo qui tourne bien, qui est relativement simple sur une machine, mais donc le faire passer à l'échelle de manière robuste et sans que l'utilisateur final ait à se poser de questions, quoi. Ça répond à ta question ? Je voulais savoir, pour avoir des petites précisions sur le modèle d'apprentissage non supervisé, oui. Comment ça se passe, en gros? Parce que, ouais. Donc l'exemple le plus fort, c'était ce que j'ai donné là sur Google. Donc là, le truc, il reconnaît automatiquement les chatons et les... Bon, je l'ai loupé. Donc il reconnaît automatiquement les chatons et les visages. Enfin, je ne retrouve pas. Et donc ça c'est l'apprentissage non supervisé, dans le sens où Google a fait apprendre un gros réseau de neurones sur 1000 machines, et à la fin, ils prétendent être capables de détecter des visages et des chatons. En fait, donc ils apprennent 9 layer locally connected sparse autoencoder, donc ça veut dire réseau de neurones profond. Et donc dans un réseau de neurones profond, dans un réseau de neurones de manière générale, il y a des nœuds qui sont en sortie et faut voir ça comme un graphe avec des nœuds qui sont connectés entre eux. Et donc comment est-ce qu'ils peuvent prétendre que ce graphe, ce réseau de neurones arrive à détecter automatiquement des chatons et des visages? En fait, il y a un neurone là-dedans qui s'est spécialisé dans la détection de chatons et de visages. De la même manière que dans notre cerveau à nous, il y a une région du cerveau qui a particulièrement bien appris à reconnaître certaines formes et pas d'autres. Donc ils ont juste trouvé ce neurone-là, et c'est ça qui a fait l'apprentissage. C'est grâce à ça qu'ils peuvent prétendre faire de l'apprentissage non supervisé. Ça répond à ta question? Je ne sais plus qui a posé la question. Ouais, ça répond à ta question? Ouais, c'est bon. Merci. Je sais pas si faut le rapprocher. J'aimerais juste mentionner par rapport à l'idée qu'on peut faire juste de la pub avec le machine learning, où en gros on fait des boîtes qui font ça pour ça. C'est pas forcément vrai. Par exemple, en gros, Google, ils ont divisé par 3 leur facture d'électricité juste en gérant mieux comment ils faisaient leurs calculs du jour au lendemain avec un bon algorithme, quoi. Et pour faire quoi? Pour faire la pub. Mais si c'est pour reprendre la même solution et faire ça pour l'État français, pour absolument. EDF, ERDF, voilà, c'est parfait. Tu fais ta start-up, tu te fais payer par l'État, eux ils gagnent des milliards, et toi tu gagnes la moitié de ces milliards qu'eux ils ne dépensent pas, tu vois. Donc c'est un peu plus compliqué que ça, mais ouais, en gros, ouais, c'est pas mal. Oui, tout à fait, ouais, absolument, ouais. La question, c'est pour qui vous travaillez, absolument. Et du coup, ça amène à la question que je voulais poser, c'est si on veut pas faire de la pub ou travailler pour la DGSE en étant data scientist, on fait quoi? Alors, c'est une très bonne question, ça sort un peu du cadre. Alors, il y a plein de boîtes qui font des trucs formidables. Moi, alors, j'ai pas envie de me mettre en avant. Mais moi je travaille pour Pôle emploi, et mon système de valeurs n'est pas le tien. Il y a des gens qui sont tout à fait d'accord de bosser dans la pub, et ok. Moi j'ai bossé à Criteo, j'ai des très bons amis qui travaillent encore à Criteo et je leur parle. Et voilà. Mais donc il y a plein de boîtes
comme tu disais, il y a plein de boîtes qui font des vraies choses utiles avec le machine learning. Superman n'est pas obligé de bosser avec Lex Luthor. Il peut faire plein de choses formidables. Et vous avez énormément de choix juste en envoyant votre CV. Alors ça, c'est un premier facteur de choix. Ensuite, vous pouvez décider d'être indépendant et choisir vos clients. Et ça, c'est une vraie possibilité aussi. Et être consultant indépendant en data science, ça marche. Il n'y a pas de souci. De temps en temps, vous ferez quelques missions qui vous plairont pas trop, qui ne sont pas hyper intéressantes, mais ça marche. Et par ailleurs, ça vous permet d'avoir plein de vacances et de bosser en dehors de Paris. Mais voilà. Mais donc, il y a plein d'entreprises qui existent. Il ne faut juste pas s'arrêter aux gros noms qui ont les plus gros stands sur les foires à l'emploi. Et c'est pas parce que Google vient vous voir à 42 qu'il faut absolument postuler chez Google ou Criteo. Pourquoi Blablacar, c'est un bon élève? C'est marrant parce que là, on parle plus de mes opinions, du coup. C'est pour ça. Je sais pas, pourquoi est-ce que Blablacar, c'est un bon élève? Tu trouves pas que c'est un bon élève? Je n'ai pas de notion. Pour moi, c'est vraiment une boîte qui réussit à résoudre un vrai problème avec les gens. Ils arrivent à faire ça sans prendre trop d'avantages de leur position monopolistique sur le marché. Et il se trouve que j'ai aussi beaucoup d'admiration pour le fondateur qui a créé sa boîte à partir de pas grand-chose, qui a beaucoup galéré. Et je trouve que ça fait une belle réussite, quoi. Ça permet de mettre en contact des gens. Moi, je covoiture beaucoup avec des gens et ça résout un problème écologique, économique. Ça met un service pour des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Je trouve ça très humain comme projet. Je ne sais pas si c'est très convaincant, mais c'est un peu à vous de trouver les boîtes chez qui vous voulez bosser, quoi. J'ai l'impression qu'on pourrait faire une séance de questions juste avec toi. Il y a aussi, juste tu vas envoyer n'importe quel mail à n'importe quel institut de recherche médical, tu dis je suis data scientist, j'ai pas envie de bosser pour la pub, et ils vont pas te payer aussi bien que les gens qui feront faire de la pub. Mais dans l'absolu, tu feras des choses vraiment bien parce que tu pourras. Il y a un mec, je crois qu'il bossait à Stanford, il a juste développé un algorithme pour traiter des données un peu différentes avec 3-4 bases de données qu'il a pu avoir ensemble. Il a réussi à faire un article où il était capable de trouver le diagnostic de la maladie, un médicament qui existe, qui se résolve la maladie. Il a mis tout dans un article et le problème, la maladie était réglée en un article scientifique, si tu veux. Avec les outils actuels, on peut vraiment faire des choses assez incroyables. Donc, il ne faut pas du tout se limiter à la pub. Il y a vraiment à peu près tous les domaines que tu peux imaginer. Complètement. Mais que ce soit le jeu vidéo, l'éducation, peu importe, auront besoin de data scientists. Juste pour clarifier, je ne dis pas que le machine learning mène à la pub. Je dis juste que c'est la plus grosse porte qu'on a en face de soi, mais il y en a plein d'autres, effectivement. Ouais, du coup, j'ai une question sur les formations, justement. Bon, je sais que du coup, tu as travaillé à Open Classroom. Est-ce que tu nous recommandes, nous, à 42, on a des sujets qui vont arriver en data science, en machine learning, mais est-ce que c'est suffisant, par exemple, de se former à 42 en autodidacte pour prétendre être data scientist ou data engineer? Aujourd'hui, oui, parce qu'aujourd'hui, les formations en data science, j'ai croisé l'autre jour des étudiants du master, je ne vais pas le nommer, d'un très bon master parisien qui fait de la vision par ordinateur. C'est un master très populaire, qui est réalisé dans des grandes écoles d'ingénieurs, très cotés. Mais ils ont des cours de fou. Et ils font tout en MATLAB. Et c'est très bien. Mais vous avez vraiment moyen de les concurrencer sur plein de sujets. Je mettais en opposition scientifique et technique. Si vous n'êtes pas capable de les concurrencer sur le point scientifique, et c'est vrai, ils sont vraiment durs à concurrencer sur le côté technique, sur le côté scientifique, par contre, techniquement, juste en étant un bon développeur, il y a moyen de faire plein de trucs. Donc, est-ce qu'il y a des formations Open Classrooms ou ailleurs? Je sais pas. Il y a une formation data scientist et data analyst chez Open Classrooms. J'avoue que je l'ai pas trop suivie. Je crois qu'elle est bonne. En tout cas, elles sont faites par des gens qui sont bons. Après, j'ai pas forcément de méthode from scratch pour devenir bon data scientist. Je pense qu'il y a plein d'articles qui ont été sortis sur ce sujet, comment devenir un data scientist en une semaine, un mois, un an, 10 ans.
ce que je voulais dire en conclusion, c'était comment mettre les mains dans le cambouis en ingénierie des données. Et ça par contre, on le trouve pas dans beaucoup d'endroits. Donc, si on a un intérêt très scientifique, alors il y a plein de solutions qui existent pour devenir data scientist. Si on veut avoir un profil plus technique, je dirais que commencer par ça, c'est pas mal. Bonjour. J'ai 2 questions en fait. Bonjour. Premièrement, c'est quel coût en fait? Parce que tu as surtout parlé de cluster, Spark, etc. Tout ça, c'est un coût en fait, plusieurs machines qui tournent et qui computent à toute balle. Quel coût pour apprendre, sachant qu'en fait ça coûte assez cher. Et deuxième question, si tu veux répondre à la première avant peut-être. Vas-y. Deuxième question en fait, c'est combien de temps et quel projet pertinent avec qui, toi, est-ce que là tu serais prêt à, je sais pas, à recommander n'importe quoi sur les 6 prochains mois pour se faire la main? Alors, donc la première question, c'était la question du coût. Et c'est une super question, parce que c'est ça qui guide en fait toute cette architecture-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris juste un plus gros MacBook plutôt que plein de petits MacBooks? Parce que ça nous pose plein de problèmes de distribution de données. La bonne nouvelle, c'est que la raison pour laquelle on fait ça, c'est que ça coûte pas cher. Aujourd'hui, on peut lancer des gros calculs sur plein de machines pendant une durée courte, et ça coûte pas cher du tout. Et c'est tout l'intérêt du cloud. Et c'est pour ça que le cloud, c'est autant un buzzword. Enfin, ça l'était, maintenant est-ce que ça l'est encore? C'est juste rentrer dans les mœurs, le cloud. Le cloud a permis tout d'un coup, avec Amazon Web Services, et maintenant avec d'autres, de lancer plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de machines à exécuter pour faire tourner un calcul pendant 1 heure. Et ça a énormément de valeur. Si jamais vous travaillez dans une startup et vous avez besoin j'avais calculé 1000 cœurs, 1000 CPU pendant 1 heure pour réaliser un apprentissage. Ça va vous coûter $50 par jour. Et vous allez faire un calcul en 1 heure. Si vous décidez au contraire d'acheter une grosse machine pour faire de l'apprentissage, vous allez l'acheter peut-être $20 000 pour 1000 cœurs, ou peut-être 20 000 ou $40 000, et vous allez avoir que 100 cœurs, parce qu'une machine à 1000 cœurs, ça n'existe pas. Et donc votre calcul, il va plus prendre 1 heure, il va prendre 10 heures. Et ça change tout. Passer de 1 heure à 10 heures, ça change tout. Ça veut dire que le calcul, vous ne pouvez plus le faire que 1 ou 2 fois par jour au max, si vous débrouillez bien, si le calcul ne plante pas. Et ça permet beaucoup moins d'apprendre. Ça permet, une fois qu'on a acheté la machine, on ne peut plus passer à l'échelle, on ne peut pas grossir, on ne peut pas non plus baisser les coûts. Si jamais tout d'un coup on se rend compte qu'on n'a plus besoin de tant de données, on ne peut plus diminuer la charge en achetant une grosse machine. Donc non, passer à l'échelle de manière horizontale. Alors pour vous, personnellement, si vous devez lancer un cluster comme ça, oui, ça va vous coûter cher. Mais $50 par jour pour une boîte, c'est rien. Une personne pour une boîte, c'est de l'ordre de 200 euros ou 300 euros. Donc non, c'est rien. Et donc la deuxième question, c'était recommander des trucs sur les 6 prochains mois. Alors c'est ça que j'essaie de faire dans ce dernier slide là, de vous donner des actionnables pour avoir quelque chose sur quoi gamberger en sortant de la présentation. C'est ça quoi. Commencez à agréger des données, posez des questions sur vos données, répondez aux questions avec différents outils. Et si jamais vous répondez, ou si jamais vous avez des réponses pertinentes, passez à l'échelle et créez votre startup et devenez milliardaire. Depuis le début, vous parlez des langages R et MATLAB. Mais pour vous, personnellement, qu'est-ce que vous considérez comme langage? Alors R et MATLAB, c'est pas des langages, c'est des outils. Ok. Pour moi, un langage, c'est une spécification que ensuite on reproduit un interpréteur ou un compilateur. Le langage C, en fait, il y a plusieurs compilateurs. Il y a GCC, il y a comment il s'appelle, Clang, voilà. R et MATLAB, en fait, vous avez une petite fenêtre dans laquelle vous écrivez votre code et puis vous l'exécutez. Et donc ça, je sais pas. MATLAB, on peut pas. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de faire des tests unitaires avec MATLAB? Moi, j'ai essayé, c'était infernal. C'est juste pas fait pour. Et donc R et MATLAB, les partisans de R disent que c'est formidable pour prototyper.
Moi je dis ok, pour prototyper c'est peut-être très bien, mais prototyper c'est pas la vie quoi. Donc non, aujourd'hui Python quoi. Moi je suis un ardent fanatique de Python. Python c'est un langage moi quand j'apprends des outils, je cherche à apprendre des trucs qui soient réutilisables. Et donc l'open source, c'est réutilisable. Python, si jamais vous ne faites pas du machine learning, vous vous en servirez pour faire du web, vous en servirez pour faire des outils système, pour faire des outils en ligne de commande. C'est utile partout. C'est pas la panacée, c'est pas très rapide, c'est pas du C, mais ça fait le job. Le Python a un petit peu loupé le virage du big data. C'est Java qui a gagné le virage du big data. Et Java c'est excellent si vous voulez vous faire payer cher, parce que les experts J3E, ça coûte très très cher. Ouais, voilà, donc Java ou Python, quoi. Python plus polyvalent, Java, c'est peut-être moins polyvalent, mais c'est mieux payé. Je ne sais pas si un langage peut être plus bureaucratique, c'est juste que les boîtes qui ont tendance à utiliser Java sont plutôt des grosses boîtes. C'est une impression personnelle, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de petites boîtes qui se créent aujourd'hui qui font du Java. Donc voilà. Moi j'ai une question par rapport à ce que j'ai pu lire dans la presse. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux philosophies sur le machine learning. Il y a d'un côté des grosses boîtes comme IBM qui vont essayer de faire des IA vachement généralisées qui peuvent résoudre plein de problèmes différents. Et à côté, on a des startups qui vont s'attaquer à des problèmes beaucoup plus précis et qui finalement arrivent à concurrencer des boîtes comme IBM parce qu'ils sont attaqués à un problème plus précis et mieux défini. Et du coup, ma question, c'est de voir est-ce qu'il y a finalement une philosophie qui peut l'emporter sur l'autre, ou est-ce que IBM a raison de vouloir faire une IA qui est vraiment généralisée, ou est-ce qu'effectivement, peut-être mieux s'attaquer à séparer les problèmes? Alors vraiment, je sais pas. J'ai pas du tout la vision produit d'IBM. IBM, c'est une boîte que je connais pas du tout. Moi, j'ai l'impression que l'outil qu'ils proposent, en fait, derrière le rideau, c'est plein de petits outils spécifiques qui fonctionnent ensemble. C'est un peu pareil pour Palantir. Palantir, donc, c'est une boîte qui fournit un outil d'intelligence artificielle essentiellement pour des services publics, donc prévention du crime, santé, pour gestion de l'eau, de trafic, etc. Et ils vendent un outil, un espèce de gros progiciel. Et moi, je soupçonne que derrière, il y a plein de petits outils spécifiques. Alors, vous pouvez résoudre des problèmes spécifiques, ou alors vous pouvez faire de la recherche et résoudre des vrais problèmes mathématiques. Et dans ce cas-là, votre solution mathématique, elle va se généraliser à plein de problèmes différents. Et ce sera une solution qui sera utilisée dans plein de domaines. La démarche agile voudrait, on commence par résoudre un petit problème et on passe à l'échelle sur plein de problèmes différents. Juste un commentaire pour Palantir que j'ai pas vu fonctionner directement, mais pour avoir certains collègues qui ont eu des démonstrations, notamment des GSI et des GSE, et sur un certain nombre d'outils liés au monde justice et sécurité. Je pense notamment à Prepol, qui est censé, c'est surtout chez les Américains, qui est censé permettre de déterminer des zones géographiques où une infraction a le plus de chances de se produire dans un intervalle de temps donné. Ce qui revient souvent, moi, sur les retours, et ce qui m'a quelque part un peu rassuré. Il faut peut-être pas surestimer aussi la puissance et la précision de ces outils. En général, ce qui revient le plus chez les professionnels et chez ceux qui l'utilisent, et la chose qui est la plus valorisable pour eux, c'est les interfaces. En fait, les interfaces, c'est des outils de gestion qui sont vraiment extrêmement bien finis. Au-delà de la puissance de calcul et de l'efficacité des algos derrière, c'est que c'est des excellents logiciels de gestion. Voilà. Et même pour Palantir, malgré la réputation qu'ils peuvent avoir. Ok, merci. Effectivement, je pense que dès qu'on rentre dans un marché public, les acteurs privés, ils ont un énorme avantage, c'est qu'ils proposent des produits qui sont bien foutus et ils agrègent des sources de données qui sont pertinentes, alors que ça aurait été une bureaucratie incroyable de les agréger. Donc rien que ça, effectivement, ça a de la valeur. Et après, c'est pas forcément le gros machine learning derrière, mais effectivement, eux, ils vendent ça. Ouais. Je m'excuse si je fais te répéter, mais quel a été ton parcours pour arriver là, en fait?
Alors, moi j'ai commencé par une thèse en reconnaissance automatique d'image. Puis j'ai fait de la recherche dans plusieurs boîtes, pareil en reconnaissance automatique d'image. J'ai été dev chez Criteo. J'étais dev indépendant, j'ai créé ma boîte en apprentissage du chinois, ça n'a pas marché du tout. Et je suis redevenu consultant indépendant après avoir travaillé chez France Université Numérique, encore une fois comme dev. Et donc maintenant, je suis consultant indépendant. Donc j'étais prof chez Open Classrooms et maintenant consultant indépendant en dev, mais data, un peu tout pour Pôle emploi. Donc au départ, tu es dev en fait. Pas mathématicien ou statisticien ou Non, j'étais pas. Moi j'ai fait une école d'ingénieur et donc j'avais pas de formation spécialisée en développement et j'ai eu ma formation machine learning, j'ai fait du dev pendant ma thèse et en fait je me suis formé un peu sur le tas en dev. Parce que c'est une compétence en fait qui s'apprend bien sur le tas quoi. Mais les premières boîtes auxquelles j'ai candidaté, j'ai dû les convaincre que j'étais dev. Peut-être une dernière question s'il y a, sinon. J'ai une question peut-être un petit peu plus technique. Est-ce que tout à l'heure tu as dit que plus on a de data, plus on a de données, mieux c'est. Mais est-ce qu'il y a un moment donné où on se dit que la taille du dataset, elle est suffisante, on n'a pas besoin de tester plus. Par exemple, je sais pas, je teste avec un algo, je le traîne avec 100K images et j'ai un certain résultat qui, bon, c'est pas mal, mais comment je peux me dire ça suffit, j'ai pas besoin de tester avec 500K images par exemple, ça vaut pas le coup. Je sais que je vais pas avoir mieux. Est-ce qu'il y a moyen de savoir à quel moment en fait faut s'arrêter au niveau de la taille du dataset parce que ça vaut pas le coup de dépenser plus de temps, plus d'énergie à créer plus de dataset ou passer plus de temps à train son algo? Alors, j'ai pas de réponse générique. Donc, déjà, c'est pas forcément vrai. Plus on rajoute de données, plus ça s'améliore. Ça va s'améliorer un petit peu, mais effectivement, ça va pas forcément valoir le coup. En général, on s'arrête quand on est limité par la puissance de calcul et par l'annotation des données. En général, on n'a pas autant de données qu'on veut annoter. Annoter 100 000 images, c'est possible. En annoter 500 000, c'est un autre délire, quoi. Pour du non supervisé? Pour du non supervisé, on peut aller très très loin pour le coup. Je dirais, la manière générique de répondre, c'est de voir l'évolution des performances de l'algo à 90 000, 100 000, 80 000, etc. Et d'extrapoler. Mais en général, si tu fais du non supervisé, ça vaut le coup de passer à 500 000. Parce que pour le coup, plus il y a de données, mieux c'est. Mais à un moment, en fait, la quantité de données que tu auras va te permettre de changer d'algo. Va te permettre de rajouter des paramètres dans ton modèle. Et ça, c'est intéressant. Ça, effectivement, ça permet vraiment d'améliorer le modèle, quoi. Bon, merci beaucoup, Régis. Merci à vous, vous êtes super.